la voix de mon père, Vincent, résonna dans le microphone, figeant sur place 300 des investisseurs les plus fortunés de Paris. Il ne me regarda pas. Il pointa simplement un doigt vers mon visage tandis que 4 gardes de sécurité sortaient de l'ombre, bloquant les doubles portes. Il n'y eut pas d'introduction. Il n'y eut pas de négociation. Le piège s'était refermé, et la salle entière me regardait me noyer. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a mis devant moi à signer et comment je lui ai fait regretter chaque lettre de son nom, laissez un commentaire. D'où regardez-vous ce soir? Voyons jusqu'où cette histoire voyage. 1 heure avant que les gardes de sécurité ne verrouillent les portes, j'entrai dans le domaine de la Riviera avec une coupe de champagne que je n'avais pas l'intention de boire. L'air sentait le parfum coûteux et la vieille richesse, une odeur que j'avais passé 10 ans à frotter sur ma peau. Mon père, Vincent, s'était surpassé. Il n'avait pas seulement invité l'élite de Paris pour témoigner de sa fusion. Il les avait invités pour témoigner de mon humiliation. D'immenses écrans LED du sol au plafond tapissaient les murs de la salle de bal. Y étaient exposées mes peintures, des tourbillons chaotiques et violents de lignes noires, rouges et blanches déchiquetées. Elles ressemblaient aux rêves fiévreux d'une folle. C'était le but. Vincent les avait encadrés d'or et avait intitulé l'exposition « L'esprit fragmenté ». C'est tragique, vraiment, dit ma sœur Solène, glissant à côté de moi. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tenant audience avec un groupe d'investisseurs potentiels, elle pointa un ongle manucuré vers l'écran. « Regarde ce désordre, Val. Ça prouve que ton cerveau est complètement brisé. Papa est un saint de supporter tes épisodes. » Le groupe rit. C'était un son poli et apitoyé qui me faisait habituellement me recroqueviller. Je pris une gorgée de champagne. Je ne me recroquevillais pas. C'est désordonné, acceptai-je, ma voix neutre. Il voyait des gribouillis. Il voyait des preuves d'instabilité. Mais en regardant l'énorme spirale rouge dominant l'écran central, je ne voyais pas de l'art. Je voyais le flux d'argent illégal à travers les îles Vierges britanniques. Les lignes noires déchiquetées n'étaient pas des coups de pinceau. Elles étaient les chemins de routage exacts d'un réseau de trafic d'êtres humains opérant depuis le port du Havre. Il pensait regarder un tableau. Il regardait une carte d'inculpation fédérale. Mon nom est Valérie Sorel. J'ai 29 ans. Pour ma famille, je suis la déception, l'artiste raté, la fille instable qui doit être gérée. Mais le monde me connaît comme la procureure en chef de la division du parquet financier. J'ai passé la dernière décennie à me forger un nouveau nom, un nouveau visage et un casier judiciaire qui faisait transpirer les chefs de cartel. Je ne suis pas venu ici ce soir pour me réconcilier. Je suis venu pour clôturer la plus grande affaire de ma carrière. Vincent se tenait à l'avant de la salle, jouant parfaitement le rôle du patriarche bienveillant. Nous voulons juste protéger ses biens, dit-il à un sénateur, gesticulant vaguement dans ma direction. On ne peut pas lui faire confiance avec l'argent. Elle le brûle. Je l'observais, ressentant une satisfaction froide et clinique. Il n'essayait pas de protéger mes biens. Il essayait de les liquider. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour les millions qu'il avait détournés. Et une fille folle était la couverture parfaite. Tu décroches encore, me claqua Solène, claquant ses doigts devant mon visage. Essaie d'agir normalement pour une seule nuit. La fusion de papa dépend du fait que les gens pensent que cette famille est stable. Ne nous embarrasse pas. Je ne le ferai pas, dis-je. J'admire juste la vue. Je ne regardais pas les invités. Je regardais les sorties. Je comptais les agents de sécurité. J'observais le sénateur Leroy, mon patron, et le directeur du FBI, se mêlant nonchalamment près du bar en smoking, attendant mon signal. Il riait de moi alors, me traitant comme une poupée fêlée qu'il fallait remettre dans sa boîte. Mais ils ignoraient que ce rire scellait leur ruine financière. Chaque insulte qu'ils me lançaient n'était qu'une ligne de plus dans la transcription que je bâtissais dans ma tête. Je finis mon champagne et posai le verre sur un plateau de passage. La galerie était ouverte. Il était temps de commencer le spectacle. Mon père, Vincent, serra mon coude assez fort pour me faire un bleu. Il me guida loin de la piste de danse, souriant pour les caméras tout en enfonçant son pouce dans mes terminaisons nerveuses. Nous nous glissâmes dans une alcôve drapée de velours près de l'entrée de service de la cuisine, le seul endroit du bâtiment sans regard. Dès que l'épais rideau se referma, le patriarche bienveillant s'évanouit.
Le visage de Vincent devint flasque, froid et prédateur. Arrête de trembler, ordonna-t-il, bien que je fusse parfaitement immobile. Tu vas signer les papiers ce soir. Pas de scène, pas de crise. Pourquoi, demandai-je, gardant ma voix petite. Je n'ai pas besoin d'un tuteur, papa. Je paie mes propres factures. Je vis seul. Pourquoi fais-tu cela, se moqua Théil, ajustant ses boutons de manchette. Parce que ton frère est un idiot. Il s'approcha, me surplombant. Julien est dans un trou, Valérie. Profond. 11 millions d'euros à un syndicat de Singapour. S'il ne paie pas d'ici lundi, ils commenceront à renvoyer des morceaux de lui à la maison dans des enveloppes. Alors, paie, dis-je. Tu fusionnes une entreprise d'1 milliard d'euros ce soir. Fais un chèque. Je ne peux pas, siffla Théil. Les auditeurs sont en train de fouiller mes comptes pour la fusion. Si je déplace 11 millions en espèces, l'accord s'effondre. J'ai besoin d'un navire propre. J'ai besoin de quelqu'un avec un crédit impeccable et aucun actif pour déclencher un signal d'alarme. J'ai besoin de toi. Le plan était d'une simplicité écœurante. Il prendrait la tutelle, utiliserait mon identité pour garantir des prêts-relais d'urgence contre le trust familial, rembourserait le cartel et me laisserait la dette. Je serais ruiné à vie. Julien serait libre de jouer à nouveau. Tu es en train de détruire ma vie pour sauver sa réputation, dis-je. Je suis ta fille, pas un gage. Vincent rit. C'était un son sec et creux. Il tendit la main et me tapota sèchement la joue. Tu es confus sur ce que tu es, Valérie. Il se pencha, son eau de colonne sentant le musc et la cruauté. Tu penses être une personne? Tu ne le es pas. Tu es un membre. Tu es mon bras. Tu es ma main. Je t'ai créé. Je t'ai nourri. Je possède le sang dans tes veines. Ses yeux étaient morts, vides de toute empathie. C'était la vérité qu'il avait cachée pendant des années. Si mon bras a la gangrène, je le coupe pour sauver le corps. Si ma main tient un stylo, elle écrit ce que je lui dis d'écrire. Elle n'a pas le droit d'avoir une opinion. Elle n'a pas le droit d'avoir un cerveau. Tu existes parce que je le permets. Et ce soir, j'ai besoin de ma main pour signer un chèque. Si tu refuses, je briserai chaque os de cette main jusqu'à ce qu'elle obtempère. Je le regardai, et pour la première fois, je ne vis pas un père. Je vis un parasite. Un homme qui croyait que ses enfants n'étaient rien de plus que des pièces de rechange à récolter lorsqu'il avait besoin d'une greffe. La rage qui brûlait dans mon ventre depuis une décennie se transforma en glace. Je comprends, dis-je doucement. Il redressa sa cravate, confondant ma clarté avec de la soumission. Bien. Le docteur Artaud attend. Ne me force pas à utiliser les contentions. Il se retourna et retourna vers la lumière de la fête. Je le regardai partir. Il pensait qu'il venait de briser une enfant rebelle. Il ne réalisa pas qu'il venait de donner à une procureure fédérale le motif de demander la peine maximale. Il me considérait comme un membre. Il oubliait que les mains servent aussi à appuyer sur des gâchettes. Les lumières de la salle de bal étaient aveuglantes après l'obscurité de l'alcôve. Vincent me guida jusqu'à la table d'honneur, sa main posée sur mon épaule dans une pantomime parfaite de sollicitude paternelle. Pour les 300 invités qui regardaient, il était un père aimant soutenant une fille fragile. Pour moi, il était un geôlier me conduisant à l'échafaud. Il tapota à nouveau une cuillère contre son verre. Le silence se fit instantanément dans la salle. J'ai demandé au docteur Artaud de se joindre à nous, annonça Vincent, désignant un homme en costume sur mesure debout près de la scène. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le docteur Artaud est un spécialiste de premier plan dans les cas difficiles. Le docteur Artaud s'avança. Il n'avait pas l'air d'un médecin. Il ressemblait à un gestionnaire de fonds spéculatifs avec un stéthoscope. Je le connaissais bien, non pas comme patiente, mais comme suspect. Son nom figurait sur tous les fichiers cryptés que j'avais examinés ce matin-là. Un homme spécialisé dans la prescription de sédatifs lourds aux inconvénients fortunés. Merci, Vincent, dit Artaud, sa voix douce et huileuse. Il se tourna vers l'écran massif affichant toujours mon article. Nous voyons souvent ce genre d'imagerie chaotique chez les patients souffrant de schizophrénie paranoïde aiguë. La fragmentation des lignes reflète la fragmentation du moi. C'est un appel à l'aide. La foule murmura.
des hochements de tête compatissants parcoururent la salle. Il ne me regardait pas. Il regardait à travers moi. Vincent plaça un épais dossier en cuir sur la table devant moi. Il l'ouvrit pour révéler 2 documents. À gauche, une procuration durable lui accordant un contrôle total sur mes finances et mes décisions. À droite, des documents d'internement volontaire pour un établissement privé en Suisse. Le choix t'appartient, Valérie, murmura Vincent, assez fort pour que les tables voisines entendent. Signe la procuration, et nous gérons cela en famille. Refuse, et le docteur Artaud est préparé à signer une garde involontaire. L'équipe de transport attend dans l'allée. C'était un échec et mat parfait. Signer ma liberté ou être traîné dehors en hurlant, prouvant ainsi son affirmation que j'étais folle. Je regardais au-delà de Vincent, vers mon frère, Julien. Il était assis à 2 sièges de moi, trempé de sueur dans son smoking. Il savait que la dette n'était pas la mienne. Il savait que j'étais saine d'esprit. Il savait que notre père était un monstre. Julien, dis-je, ma voix assurée. Dis-leur. Dis-leur qui doit réellement l'argent. Le silence se fit dans la pièce. Julien leva les yeux, les siens faisant la navette entre moi et Vincent. Pendant une seconde, je vis une lueur de conscience. Puis Vincent s'éclaircit la gorge, un grognement sourd. Julien tressaillit. Il regarda son assiette. Signe, Val, marmonna-t-il, la voix tremblante. Tu es malade. Papa essaie juste d'aider. Ne fais pas de scène. La trahison ne fit pas mal comme un couteau. Elle fit mal comme une suffocation. Pauvre fille. Murmura derrière moi une femme couverte de diamants. Elle est complètement délirante. Je l'ai regardée, mon père, l'architecte de ma destruction, mon frère, le lâche, ma belle-mère, Hélène, observant avec un sourire d'ennui. Ils n'étaient pas une famille. Ils étaient un syndicat. Et le temps de la miséricorde venait d'expirer. Tu as raison, dis-je, ma voix projetant clairement. Je devrais signer. Vincent me tendit un lourd stylo plume en or. Il sourit, la victoire ayant déjà un goût sucré dans sa bouche. Il pensait assister à une reddition. J'empoignai le stylo. Il était froid et solide. Il ne ressemblait pas à un instrument d'écriture. Il ressemblait à une arme. Je me penchai sur le document, la pointe du stylo gratta le papier, un son dur et final dans la pièce silencieuse. Je n'hésitais pas. Je signai avec une fioriture, l'encre brillant sous la lumière du lustre. Vincent arracha le document de la table avant même que l'encre ne soit sèche. Il le brandit comme un trophée, un grain se répandant sur son visage qui n'était que pure cupidité non altérée. Il se tourna vers la foule, ouvrant la bouche pour annoncer sa victoire, pour leur dire que sa pauvre fille brisée était maintenant en sécurité sous sa garde. Puis ses yeux tombèrent sur la ligne de signature. Son sourire vacilla. Il plissa les yeux, rapprochant le papier. Le silence dans la pièce passa de l'anticipation à la confusion. Valérie Sorel, lut-il à voix haute, sa voix épaisse d'irritation. Qui est Valérie Sorel? Et pourquoi as-tu écrit? Il s'arrêta. Son visage devint gris. Il leva les yeux vers moi. Et pour la première fois en 29 ans, je vis une peur sincère dans ses yeux. Procureur en chef au parquet financier, murmura-t-il. Je me levai. Je ne repoussai pas ma chaise. Je ne lissai pas ma robe. Je me levai simplement, me débarrassant de la peau de la victime que j'avais portée pour lui. C'est mon nom légal, père, dis-je, ma voix se projetant jusqu'au fond de la salle sans microphone. Et ceci n'est pas un dîner de famille. C'est une opération d'infiltration. Une onde de choc parcourut la foule. Solène laissa tomber son verre de vin. Il se brisa, mais personne ne regarda le désordre. Il me regardait. Je pris dans ma pochette une petite télécommande noire. Vous avez passé la soirée à vous moquer de mon art, dis-je, pointant l'écran massif qui nous entourait. Vous l'avez appelé chaotique. Vous l'avez appelé le produit d'un esprit brisé. Vous avez amené un médecin ici pour me diagnostiquer en vous basant sur ces gribouillis. J'appuyai sur le bouton. Sur chaque écran de la salle de bal, les images changèrent. Les tourbillons chaotiques de rouge et de noir ne disparurent pas. Ils se démêlèrent. Les lignes déchiquetées se redressèrent.
Les tâches abstraites se résolurent en eux. L'art n'était pas de l'art. C'était des données. Vous regardiez votre propre grand livre de comptes, Vincent, dis-je, froidement et clairement. Je pointai l'écran central. Cette spirale rouge. C'est le flux d'argent blanchi de vos sociétés écrans au Panama. Les lignes noires déchiquetées, c'est l'itinéraire maritime que votre filiale de logistique utilise pour le trafic de main-d'œuvre non documentée via le port du Havre. Et ces éclats blancs dont vous vous êtes moqué. Ce sont les pots de vin que vous avez versés au sénateur d'État. La salle explosa. Les invités se levèrent, se précipitant vers leur téléphone, réalisant qu'ils se tenaient à l'intérieur d'une scène de crime. Je n'ai pas peint le chaos, lui dis-je, me penchant au-dessus de la table jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. J'ai peint votre prison. Vincent trébucha, renversant sa chaise. Tu ne peux pas. Tu es ma fille. Je suis une procureure fédérale, corrigeai-je. Et vous avez le droit de garder le silence. Du fond de la salle, le sénateur Leroy, l'homme que Vincent avait tenté d'impressionner toute la nuit, s'avança. Il ne souriait pas. Il fouilla dans sa veste de smoking, mais il n'en sortit pas un étui à cigare. Il en sortit un badge. Vincent, dit Leroy, sa voix portant le poids du gouvernement fédéral. Je ne suis pas ici pour la fusion. Je suis ici pour l'arrestation. Les portes s'ouvrirent brusquement. Cette fois, ce n'était pas le personnel de traiteur. C'était une équipe tactique, les vestes frappées du sigle du FBI. Le docteur Artaud tenta de courir vers la cuisine, mais un agent fédéral le plaqua avant qu'il n'ait fait 3 pas. Ma belle-mère, Hélène, poussa un cri lorsque des menottes se refermèrent autour de ses poignets. Julien resta figé, fixant les écrans, regardant ses dettes de jeu affichées comme des points de données dans un acte d'accusation fédérale. Vincent se tenait seul au centre du chaos, le document de procuration s'émiettant dans sa main. Il me regarda, implorant. Valérie, Altateil. Je suis ton père. Vous avez été très clair sur le fait que je n'étais qu'un membre, dis-je. Et c'est moi qui vous coupe. Les menottes claquèrent autour des poignets de Vincent. Le bruit résonna dans le silence stupéfait de la salle de bal. Cela aurait dû être la fin. Cela aurait dû être le moment où il baissait la tête, implorait pitié ou criait son déni. Au lieu de cela, Vincent Sorel se mit à rire. Cela commença par un petit rire sourd et monta jusqu'à un éclat d'amusement sincère. Il regarda le sénateur Leroy, puis les agents qui tenaient ses bras, et enfin moi. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de tout perdre. Il ressemblait à un homme qui attendait de jouer sa carte favorite. « Attendez » dit-il aux agents. Sa voix était calme, autoritaire. « Vérifiez ma poche intérieure de veste. »« Ne bougez pas » aboya un agent. « Vérifiez la poche » répéta Vincent, ses yeux fixés sur les miens. « Ou vous manquerez la partie où votre procureur en chef détruit sa propre vie. » Leroy hocha la tête une fois. Un agent fouilla dans la veste de smoking de Vincent et en sortit un document plié et lourd. « Donnez-le lui » dit Vincent. L'agent me tendit le papier. Je le dépliai. Mon sang se glaça avant même que je n'ai fini de lire l'entête. Le document était un billet à ordre vieux de 10 ans pour 37 millions d'euros émis par une société écran de cartel. En bas se trouvait ma signature falsifiée. Vincent l'admit avec désinvolture. J'avais 19 ans et j'étais à l'université. Il avait donc utilisé mon dossier vierge pour garantir un prêt massif. Avec un sourire suffisant, il me dit de lire la clause de défaut. S'il faisait faillite ou était arrêté, la totalité de la dette retomberait sur la garante, moi. Je compris immédiatement les conséquences. Une procureure fédérale devant soudainement de l'argent à un cartel serait suspendue, radiée du barreau, gelée financièrement et professionnellement ruinée. Même si je prouvais la contrefaçon, je perdrais tout bien avant qu'un juge ne me blanchisse. Vincent se pencha sur la table, triomphant, et donna son ultimatum, abandonner les accusations et le laisser partir, où il déclencherait le défaut et détruirait ma carrière. Julien jubilait. Le sénateur Leroy pâlit. Il connaissait la loi. Vincent pensait m'avoir mis en échec et mat, mais il avait oublié sa propre histoire. Je sortis un autre dossier, une ordonnance du tribunal datant de 12 ans plus tôt, lorsque ma mère était morte et qu'il s'était battu pour saisir mon héritage en me faisant déclarer mentalement incompétente.
Il avait maintenu cette ordonnance active pendant 3 ans, assez longtemps pour siphonner chaque dollar et contrôler ma vie. Et pendant ces années, précisément quand j'avais 19 ans, il avait signé ce prêt en mon nom. Un contrat signé par une personne légalement incompétente et nulle dès le départ. Le prêt n'avait jamais été garanti par moi du tout. Vincent s'effondra alors que le piège se retournait. Julien devint livide lorsque je soulignai la clause finale. Sans garant valide, la dette est transférée au prochain bénéficiaire familial. Il devait maintenant 37 millions d'euros au cartel. Les agents traînèrent Vincent au loin. Julien hurlait pour être protégé. Hélène et Solène furent détenues pour être interrogées au sujet des sociétés écrans. Personne ne criait plus d'insultes. Ils étaient terrifiés. J'ai décroché, l'art du chaos, de Vincent du mur pendant que les agents démantelaient la pièce. Dehors, je l'ai jeté dans mon coffre. Ce n'était pas une preuve. C'était un trophée. En partant, j'ai réalisé la vérité. Vincent avait passé sa vie à essayer de posséder des gens, me façonnant en une signature qu'il pourrait utiliser. Mais la cage qu'il avait construite s'est fissurée sous le poids de sa propre cupidité. Je n'ai pas déchiré le prêt ni négocié. Je l'ai enterré avec la loi qu'il m'avait appris à craindre. Pour la première fois, je n'avais pas de dette, pas de famille, et un nom qui n'appartenait qu'à moi seul. Si vous avez dû devenir quelqu'un d'autre juste pour survivre à votre famille, cette histoire est la vôtre aussi. Vous n'êtes pas seul.